J'ai trouvé une météorite. Oh non, non, cherchez un bout de macadam qui vient de changer dehors qu'on est en train de refaire la route. C'est du macadam? Oh, je vais aller en trouver une vraie. Alors en fait, c'est très simple. Les comètes et les astéroïdes sont des astres stellaires pouvant voyager comme pour leur sang dans l'espace et venir percuter la planète. Tandis que les météorites sont justement des astéroïdes ou des comètes qui viennent percuter la planète. On confond souvent les astéroïdes et les comètes. Pourtant, ce sont deux choses complètement différentes. Les astéroïdes sont des astres qui sont composés de roches et de métaux, tandis que les comètes sont des astres composés de glace et de poussière. Les comètes sont des astres très irréguliers, en orbite sur eux-mêmes, tant qu'ils ne rencontrent pas le Soleil. Dans ces cas-là, le Soleil, avec sa chaleur et sa lumière, se réfracte sur la comète qui va provoquer des émanations de gaz et ensuite, cela crée une chevelure lumineuse pouvant s'étendre jusqu'à plusieurs centaines de milliers de kilomètres derrière elle. Je me suis rendue au Meteor Crater en Arizona. C'est gigantesque! Mais dis-moi, ils ne sont pas tous comme ça les cratères? Alors en fait, c'est très simple. Les cratères ont des formes et des tailles toutes différentes les unes des autres. Et parfois même, le cratère peut faire 30 fois la taille de la météorite qui en est la cause. Alors, sur la Lune, les cratères sont beaucoup plus gros que ceux de la Terre car il n'y a pas d'atmosphère. Sur la Terre, les cratères bien formés sont très rares car à cause de l'érosion, ils sont abîmés. Sur la Lune, en revanche, les cratères sont gigantesques et ont un pic en leur milieu. Ces pics peuvent être seuls, plusieurs, voire même former des chaînes montagneuses. Les cratères sont des trous de forme circulaire, coniques, entourés de remparts, plus ou moins élevés, selon la vitesse et la taille de la météorite qui en est la cause. On m'a dit que les météorites avaient apporté plusieurs matières premières sur Terre et peut-être la vie. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Alors en fait, c'est très simple. Les chercheurs pensent que l'abondance de certains minéraux sur notre Terre sont dus à des chutes de météorites métalliques qui auraient été sûrement au nombre de 160. On peut compter parmi ces minéraux sur l'or ou le platine. Cependant, la théorie de la panspermie, celle qui dit que la vie a été apportée par des météorites, n'est pas encore approuvée par tous les chercheurs et scientifiques. On pense cependant que certains éléments de notre atmosphère, comme le carbone, ont été apportés de l'espace. Je suis au Forum des sciences en compagnie de André Amossé, qui est chargé de l'animation au planétorium du Forum des sciences. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler des effets bénéfiques que les comètes pourraient avoir sur notre planète? En s'écrasant sur la Terre, les comètes vont importer leurs propres ingrédients. Ce qui constitue ces objets vont se retrouver pour une partie sur la Terre. On pense souvent aujourd'hui que ne serait-ce une grande partie de l'eau qui se trouve sur la surface de la Terre viennent justement de ces comètes qui se sont écrasées sur Terre. Elles apportent aussi des éléments chimiques qu'elles contiennent. On a retrouvé dans certaines comètes ou certaines météorites d'ailleurs aussi des acides aminés qui sont un petit peu des ingrédients du vivant, en tout cas qui peuvent permettre d'arriver sur le chemin du vivant. Voilà des choses assez bénéfiques finalement pour notre planète. D'accord, merci. Et quant à la théorie de la panspermie, si ça a vraiment apporté des êtres vivants directement? Alors je dirais que c'est encore en grand débat. Il y a effectivement ceux qui sont de plus en plus persuadés que les comètes ont pu à la fois apporter des éléments chimiques permettant de fabriquer la vie. D'autres pensent que peut-être que cette vie a pu comme ça circuler de planète en planète par l'intermédiaire des météorites par exemple. Oui. Imaginons Mars qui, comme la Terre, se trouve régulièrement bombardée par des comètes ou des astéroïdes. Lorsqu'un gros astéroïde tombe sur la planète Mars, cet astéroïde, avec le choc, va éjecter dans l'espace à la fois ses propres matériaux qui contient l'astéroïde, mais aussi de la roche de Mars. Si celle-ci
d'une manière ou d'une autre, possède une certaine vie microscopique. Et si cette vie microscopique a la possibilité de résister pendant un certain temps au milieu du vide spatial, pourquoi pas peuvent ensuite ces morceaux, après des millions d'années de trajectoire, se retrouver à percuter la Terre. On a déjà plusieurs cas, plusieurs centaines de météorites martiennes répertoriées. Pourquoi pas imaginer que certaines de ces météorites, sur lesquelles une vie microscopique martienne aurait pu s'accrocher, puissent ensuite évoluer sur Terre. Mais pour le moment, rien n'est vraiment établi à 100% sur ce domaine. D'accord. Et on dit que la quantité d'or est limitée sur Terre car elle viendrait de l'espace. Est-ce que c'est possible? Alors, la quantité d'or. Alors, là, il faut revenir un petit peu à poussière d'étoiles qui est pas mal dans le côté nucléosynthèse. Donc là, on n'est pas simplement dans le système solaire, mais on est avant le système solaire. Donc en fait, ce sont les étoiles qui fabriquent les constituants chimiques qu'on retrouve aujourd'hui sur Terre. L'or, effectivement, en fait partie. Mais l'or va être produit dans les phases de fin de vie de certaines étoiles massives qui vont se transformer en supernova. C'est là que les éléments chimiques après le fer vont être réalisés. Et l'or en fait partie. Mais cet or va en fait finalement se retrouver dans cette espèce de nébuleuse primitive, cette espèce de cocon poussiéreux, gazeux, dans lequel vont se former les planètes, enfin les planétésimaux, et ensuite au centre le Soleil. Ces planétésimaux qui vont se rencontrer, se regrouper, vont ensuite former par accumulation des astres de plus en plus grands jusqu'à former les planètes. Donc en fait l'or qu'on retrouve aujourd'hui sur Terre ou à l'intérieur de la Terre se trouve être finalement en constitution de base de la nébuleuse primitive, on va dire. Donc les apports que peuvent aujourd'hui faire les météorites ou les comètes sont mineurs par rapport à l'or qu'on trouve aujourd'hui sur Terre. Et j'ai contacté Hubert Reeves. Et vous savez quoi? Il m'a répondu. Chère Noémie, c'est avec une grande attention que j'ai lu ton courriel. Je ne peux malheureusement pas t'accorder cette interview, car mes occupations sont grandes, et mon planning est très chargé. Le choix de ton sujet est très intéressant et je vais toutefois te fournir rapidement quelques réponses issues de mon spectacle audiovisuel, Les dialogues du ciel et de la vie. Les cratères météoritiques. Les bombardements intenses de météores, qui sont venus frapper la Terre, ont créé un socle rocheux, la planète elle-même, sur laquelle, ensuite, l'eau a pu se déposer, autour de laquelle l'air a pu demeurer, et où enfin la vie a pu apparaître et se développer. Ces bombardements répétés de pierres qui viennent du ciel, font grossir, chauffer, fondre, et finalement s'arrondir les planètes. C'est une condition essentielle pour que se constituent des socles rocheux sur lesquels la suite de l'histoire du système solaire va se dérouler. Sur Terre, bien que l'érosion en ait effacé la plus grande partie, on connaît plusieurs impacts de météorites. Météore cratère en Arizona, le lac Manicouagan au Québec, baie Saint-Paul, près du Saint-Laurent, créé par une gigantesque météorite qui a écrasé les montagnes il y a plus de 350 millions d'années. Le fleuve y a déposé des alluvions, puis l'eau s'est retirée, et cette plaine est aujourd'hui devenue fertile. La différence entre la Terre et la Lune n'a pas été assez bombardée pour atteindre une masse capable de retenir l'eau qui s'y est déposée, l'eau de la Lune s'est évaporée. La taille des planètes joue donc un rôle capital pour leur devenir. La vie ne peut pas apparaître et évoluer n'importe où. Les comètes. Les comètes sont des blocs de glace. Elles viennent de très loin, tournent près du Soleil, frôlent la Terre ou bien s'y écrasent. Albop revient tous les 2200 ans, Halley tous les 76 ans. On a vu récemment, entre le 16 et le 24 juillet 1994 précisément, des débris de comètes percuter la surface de Jupiter, événement d'une violence inouïe. En 1908 en Sibérie, dans la région de Tunguska, une comète a détruit des dizaines de milliers de kilomètres carrés de forêt. En frappant la Terre, les comètes fondent. On pense aujourd'hui qu'une grande partie de l'eau de notre globe terrestre, océans, fleuves, lacs, est arrivée du ciel.
Je t'invite également à lire mon livre, Poussière d'étoiles, qui répond à beaucoup de tes questions. Je te souhaite bonne chance pour ton projet et bonne réussite dans tes études. Amicalement, Hubert Reeves. Ah oui, intéressant. Ah, oh, oui. Alors, les comètes passent dans notre ciel depuis toujours sans qu'on les remarque. En effet, on estime que dans notre système solaire, il y en a plus de 1000 milliards, mais que pourtant on n'a recensé que 1200 depuis l'Antiquité. Les météorites sont d'autant plus rares car, à leur entrée dans l'atmosphère, elles s'émiettent en poussière. D'ailleurs, on compte plus de 100 météorites qui s'évaporent dans nos airs chaque année. Leur taille peuvent aller de quelques centimètres à plusieurs centaines de mètres de diamètre et peuvent peser jusqu'à plusieurs centaines de tonnes. Chaque année, il tombe plus de 40 000 tonnes de poussière de météorites sur notre planète et depuis la création de notre Terre, 3 mètres de poussière se sont accumulés à sa surface. Sur Terre, on recense plus de 172 cratères météoritiques qui datent de plusieurs millions d'années et peuvent s'étendre sur plusieurs milliers de kilomètres de diamètre. Mais dis-moi, si une météorite rentrait en collision avec la Terre, qu'est-ce qui se passerait? C'est dangereux ces bestioles, non? Eh bien en fait, c'est très simple. Une météorite qui n'a pas été totalement émiettée durant l'érosion de l'atmosphère peut provoquer des catastrophes sans précédent sur notre planète. Alors, un objet ne faisant que 10 mètres de diamètre peut, lors de son écrasement, détruire tout sur son entourage sur des dizaines de kilomètres. Ou alors, dans le cas où une météorite devrait tomber dans la mer, elle causerait des tsunamis dévastateurs. Mais ce n'est pas le plus grave. En effet, la tombée d'un grand objet stellaire provoque énormément de poussière qui mettra des décennies à retomber de l'atmosphère. Pendant ce temps, les rayons du soleil ne passent plus. Sans les rayons du soleil, la Terre se refroidit et sa température moyenne descendrait en dessous des 20 degrés Celsius. Dans ce cas, une nouvelle ère glaciaire pourrait s'installer sur Terre. C'est d'ailleurs la théorie la plus plausible quant à la disparition des dinosaures. En effet, il fera très froid sur Terre, mais ce n'est pas le plus grave, car non seulement il fera froid, mais l'air deviendra toxique et radioactif. On respirerait dans l'air des composés de soufre, d'acide sulfurique, d'oxyde de carbone et autres molécules mortelles pour la vie. En résumé, la collision avec notre planète avec une météorite serait un scénario apocalyptique. C'est pourquoi la NASA essaie de trouver des solutions pour éviter ce genre de scénario. Je suis toujours au Forum des Sciences en compagnie de André Amossé qui cette fois va nous parler des différentes solutions possibles pour se protéger des chutes de météorites. Alors, comment peut-on se protéger des météorites sur Terre? Alors, ce n'est pour l'instant pas encore facile dans la pratique. On a, je dirais, des manips très théoriques pour essayer de s'en débarrasser. Alors il y a certains films à science-fiction qui nous proposent d'envoyer des bombes, des missiles, ce genre de choses pour pulvériser du mieux possible l'objet. Le problème, c'est que la dispersion peut-être de certains éléments ferait qu'ils n'atteindront pas la Terre, mais d'autres éléments viendront quand même quasiment sur la même trajectoire initiale vers la Terre et seront plus nombreux avec des impacts multiples. Et donc les conséquences peuvent être tout aussi importantes sur Terre. Donc le but, ce serait de pouvoir dévier la trajectoire de l'objet, qu'il soit comète ou qu'il soit astéroïde. Donc d'abord de suivre l'objet déjà depuis suffisamment longtemps pour pouvoir bien connaître sa trajectoire, envoyer sur place soit un système de motorisation qui permettrait progressivement d'éloigner de sa trajectoire initiale l'astéroïde, une espèce de gros moteur, ce genre de choses, un peu comme la propulsion d'une fusée, sauf que là on viendrait l'intégrer directement à l'astéroïde, donc il faudrait pouvoir rapidement aller se poser sur l'astéroïde et mettre ça en place, ou via les satellites, etc., les technico-spatiales, ou pourquoi pas, alors certains, un peu en plaisantant, sous forme de plaisanterie, parlent de peindre en blanc une partie de l'astéroïde. Il faut savoir en fait que l'astéroïde, à la fois sa trajectoire, bien celle des comètes, c'est la même chose,
est liée à la masse de la Terre, la masse des planètes et la masse surtout du Soleil. La trajectoire est désignée par l'influence gravitationnelle de tout cela, mais il faut savoir que la lumière du Soleil aussi va pouvoir influencer surtout les comètes, dans le sens où le vent solaire, qui éjecte surtout des particules chargées électriquement à des vitesses importantes, vont réagir sur la surface de glace de la comète. Cette glace va se vaporiser. En se vaporisant, elle est éjectée et on a le principe d'action-réaction, bien connu pour les fusées. On projette quelque chose dans un sens, cette chose s'en va dans l'autre sens. Par principe d'action-réaction, on pourrait utiliser cela pour changer la trajectoire. Et le fait de peindre d'une manière ou d'une autre l'astéroïde ou changer sa composition pour éjecter du mieux possible ces particules qui se trouvent sur la comète elle-même permettrait donc de changer la trajectoire de façon durable et donc là de se protéger de l'ensemble de l'astre et pas simplement le fait de faire exploser l'objet ne nous garantit pas que rien ne tombe. Alors que là, on serait vraiment garanti, il n'y a rien qui nous arrive. D'accord. Et en parlant de vent solaire, j'ai lu un article qui parlait d'utiliser de grandes voiles en forme de parachute pour pousser l'astéroïde avec le vent solaire. Tout à fait. On pourrait amarrer sur ces astéroïdes, ou enfin, surtout sur les comètes, ce serait plus facile, je pense, ce genre de voile solaire et donc pousser. Donc le but, c'est pas vraiment de transformer complètement de but en blanc, et ça on n'en aurait pas l'énergie, de modifier fortement la trajectoire, mais simplement de la dévier légèrement, et ça suffit en fait. Pour qu'elle ne tombe pas. Et donc des forces minimes comme celle du vent solaire avec des voiles solaires pourraient fonctionner. Mais le problème, c'est que pour le moment, on n'a pas vraiment testé tout ça. Ça reste très, très théorique. Le passage à la pratique, souvent, peut révéler quelques soucis. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. En définitive, pas besoin de s'alarmer. En effet, même si la NASA saurait plus de 900 objets qui pourraient être potentiellement dangereux pour notre planète, on estime qu'une collision pouvant être dangereuse pour notre survie ne se produirait que tous les 150 millions d'années. Oui, mais si un morceau de météorite encore brûlant me fonçait à toute vitesse sur la tête, comme ce petit caillou, c'est dangereux? Ça pourrait me tuer, non? Alors en fait, c'est très simple. Dans notre vie, on ne peut voir que 2 à 3 fois une entrée de météorites dans l'atmosphère, et pour en trouver une, ne serait-ce qu'un infime morceau tombé sur notre planète, ça reviendrait à une chance sur plus d'1 million. Donc autant jouer au loto. Oh, ils sont gentils à l'observatoire. Ils m'ont offert une vraie météorite et ça, c'est pas un bout de macadam. Voilà, c'est la fin de notre émission. A très bientôt pour un nouvel épisode de C'est un jeu d'enfant.